Mes parents m'ont abandonné pendant 9 ans à cause de ma sœur malade. Quand ils ont enfin essayé de reprendre contact, j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Salut tout le monde, je ne parle pas souvent de choses personnelles ici, mais dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à mon passé. Ce post va sans doute être long, car il y a beaucoup à dire. Je ne me souviens pas de tous les détails de ce qui s'est passé, mais certaines images restent gravées dans ma mémoire, même après toutes ces années. J'avais 6 ans, et mes parents m'avaient dit que j'allais rendre visite à mes grands-parents. À l'époque, j'étais ravi, parce que j'adorais aller chez eux. Mamie avait toujours des cookies prêts, et elle me laissait regarder des dessins animés bien après l'heure du coucher. Mon grand-père, lui, m'emmenait cueillir des tomates dans le jardin, même si je n'aimais pas ça. Ce que j'aimais, c'était passer du temps avec lui. Alors, quand ils m'ont dit que j'allais rester là-bas quelque temps, je n'y ai pas vu de mal. Je me souviens que ma mère était très silencieuse ce jour-là. Plus que d'habitude. Elle m'a serré dans ses bras avant que je parte, mais ce n'était pas son câlin habituel. Il était raide, forcé, presque distant. Mon père, lui, courait partout comme s'il devait être ailleurs. Il m'a à peine dit au revoir quand il m'a déposé. Il n'est même pas entré dans la maison. Il s'est contenté de me faire un signe de la main en repartant en voiture. À ce moment-là, j'ai cru qu'il était simplement pressé. C'est fou comme les enfants ne voient pas la grande image. Je ne réalisais pas encore que j'avais été abandonné. Pas tout de suite. Au début, je demandais souvent à mamie quand mes parents allaient revenir. Elle me souriait et disait « Bientôt, mon chéri ». Je crois qu'elle y croyait vraiment, au début. Nous y croyions tous. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Mamie a fini par ne plus me répondre. Elle baissait juste les yeux avec un air triste chaque fois que je posais la question. Grand-père, d'habitude si joyeux, s'est mis à secouer la tête et à marmonner dans sa barbe quand on parlait de mes parents. La vraie explication m'est venue de mon oncle. C'est le frère cadet de mon père, un homme qui dit toujours les choses comme elles sont, sans détour. J'étais en train de jouer dans le jardin quand il est venu un jour. Il m'a fait asseoir sur la balançoire et m'a expliqué, du mieux qu'il pouvait, que mes parents ne reviendraient pas avant un bon moment, en tout cas, il a dit. Il pense que c'est mieux pour toi de rester ici. Je ne comprenais pas. Pourquoi ce serait mieux? Pourquoi ne revenait-il pas? Il n'avait pas de réponse. Et je voyais bien qu'il était en colère contre mes parents, même s'il ne le disait pas. Je me souviens avoir pleuré toute la nuit. Pas juste pleurer, mais sangloter à en perdre le souffle. Mamie s'est assise avec moi sur le canapé et m'a bercé comme quand j'étais bébé. Elle ne disait rien. Elle me laissait juste pleurer. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. La vie avec mes grands-parents n'était pas mauvaise, pourtant. Ils étaient gentils et aimants, et ils ont fait tout leur possible pour me donner de la stabilité. Mais ils étaient aussi vieux et fatigués. C'était beaucoup pour eux, soudainement, d'avoir un petit garçon à charge. C'est là que mon oncle et ma tante sont intervenus. Mon oncle, qui n'avait pas d'enfant, venait de plus en plus souvent. Au début, il aidait simplement, il réparait des choses dans la maison, tondait la pelouse, et m'emmenait manger une glace quand il voyait que j'avais besoin d'être consolé. Mais avec le temps, il est devenu évident que mes grands-parents n'arrivaient plus à s'occuper de moi à plein temps. Alors, mon oncle et sa femme ont proposé de me prendre chez eux. Je ne voulais pas quitter mamie et papy, mais ils m'ont expliqué un soir que c'était pour le mieux. Tu nous verras tout le temps, mon chéri, m'a promis mamie. Et elle avait raison. Ils habitaient à seulement quelques rues de là, alors je les voyais presque tous les jours. Vivre avec mon oncle et ma tante a été un changement au début. J'étais habitué au rythme tranquille de mes grands-parents, et d'un coup, je me retrouvais dans une maison avec des adultes plus jeunes, plus dynamiques. Ils étaient plus stricts sur certaines choses, les heures de coucher, par exemple, mais aussi plus joueurs. Mon oncle jouait au ballon avec moi dans le jardin, et ma tante faisait des cookies avec moi, me laissant les décorer même si j'étais nul à ça. J'ai commencé à les appeler maman et papa vers 8 ans. C'est venu naturellement. Ils ne me l'ont jamais demandé. Ils disaient, tu peux nous appeler comme tu veux. Mais avec le temps, ça m'a paru évident. C'était eux qui me bordaient le soir, m'aidaient à faire mes devoirs et venaient à mes spectacles d'école. Pendant tout ce temps, mes parents biologiques étaient comme des fantômes. Je les appelais parfois, mais ils ne répondaient jamais. J'envoyais des lettres, mais ils n'écrivaient pas en retour. De temps en temps, mamie avait des nouvelles de ma sœur par une amie de l'église, et c'était la seule façon de savoir ce qu'ils devenaient. Une fois, j'avais 8 ou 9 ans, ils sont venus me voir. Je ne sais même plus pourquoi. Peut-être par culpabilité, ou juste pour se donner bonne conscience. Quelle qu'en soit la raison, c'était gênant. Ils ne savaient pas quoi me dire, et moi non plus. J'étais timide avec eux, comme avec des étrangers. Et c'est ce qu'ils étaient devenus, des étrangers. Ils ne sont pas restés longtemps, à peine 1 heure. Après leur départ, mon oncle m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ne t'inquiète pas pour eux, d'accord? On s'occupe de toi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était lui, mon vrai père. Mes parents biologiques m'avaient mis au monde, mais ce n'était pas eux qui m'élevaient. Avec le recul, ce jour où ils m'ont laissé chez mes grands-parents a sans doute été le moment le plus marquant de mon enfance. C'est le moment où ma vie s'est divisée en deux, celle que j'aurais dû avoir avec mes parents, et celle que j'ai eue avec mon oncle et ma tante. Je leur suis reconnaissant chaque jour.
Mais je mentirais si je disais que cet abandon n'a pas laissé de cicatrices. Vers 9 ans, j'ai arrêté de poser des questions sur mes parents. Pas parce que je ne m'en souciais plus, après tout, c'étaient mes parents, mais parce que poser des questions ne menait nulle part. Chaque fois que je les évoquais, mes grands-parents devenaient silencieux, et mon oncle et ma tante essayaient de rester neutres, sans cacher leur frustration. Je crois que j'en ai eu assez des non-réponses. Au début, je continuais quand même à leur écrire. Je leur envoyais des lettres avec de petites nouvelles de l'école, du genre « J'ai eu une étoile d'or à mon test d'orthographe où on apprend les dinosaures, et mon préféré c'est le T-Rex ». Avec le recul, c'était le genre de choses qu'un enfant pense que ses parents aimeraient savoir. Mais ils n'ont jamais répondu. Pas une seule fois. J'attendais près de la boîte aux lettres pendant des jours après chaque envoi, espérant que cette fois, ils répondraient. Finalement, j'ai arrêté d'attendre. Vers 10 ans, j'avais un vieux téléphone à clapet que mon oncle m'avait donné. Il n'avait ni jeu ni application cool, juste les appels et les SMS, mais je l'adorais parce qu'il me faisait me sentir grand. Parfois, j'appelais mes parents, en pensant que peut-être, cette fois, ils répondraient à leur grand garçon. Ils ne l'ont jamais fait. Pas une seule fois. Parfois, je laissais des messages vocaux, mais ils ne rappelaient jamais. Une fois, j'ai même demandé à mamie s'ils avaient peut-être perdu mon numéro ou oublié où on habitait. Elle m'a simplement adressé un petit sourire triste et a dit « Mon chéri, s'ils veulent te retrouver, ils savent comment faire ». Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a frappé de plein fouet. L'idée qu'ils pouvaient m'appeler ou venir me voir à tout moment mais qu'ils choisissaient de ne pas le faire, c'était dur à avaler. Je crois que ce qui m'a vraiment fait arrêter d'essayer, c'est une visite, quand j'avais environ 11 ans. C'était leur première visite depuis des années, et j'étais tellement excité quand j'ai appris qu'ils venaient. J'ai rangé ma chambre, je me suis coiffé avec soin, et j'ai même mis cette chemise boutonnée que ma tante disait me rendre, très beau garçon. Mais quand ils sont arrivés, c'était comme s'ils ne me connaissaient pas. Ils ont été polis, comme on l'est avec l'enfant d'un collègue, mais pas comme des parents. Ma mère m'a offert un camion jouet banal, sans signification, et mon père est resté assis là, maladroitement, en posant des questions du genre « Alors, l'école, ça va ?» C'était bizarre. Comme s'ils étaient des étrangers. J'avais envie de leur crier dessus. « Je suis votre fils. Pourquoi vous ne me connaissez pas ?» Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, à donner des réponses brèves jusqu'à leur départ. Après ça, j'ai dit à mon oncle que je ne voulais plus les voir. Il ne m'a pas contredit. Il a juste dit « C'est ton choix, mon grand. On te soutiendra quoi qu'il arrive. » J'ai arrêté de les appeler, arrêté de leur écrire, et honnêtement, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Le silence entre nous n'était pas juste moi qui les ignorais, c'était réciproque. À 12 ans, j'avais décidé que j'en avais fini. Plus d'appels, plus de lettres, plus d'attentes. J'étais passé à autre chose. S'ils voulaient que je fasse partie de leur vie, c'était à eux de le prouver. Spoiler alerte, ils ne l'ont jamais fait. Ce qui a rendu les choses plus faciles, c'est à quel point ma tante et mon oncle se sont investis. Ils ne se contentaient pas de s'occuper de moi, ils m'élevaient vraiment. Mon oncle allait à toutes les réunions parents-prof, même celles où la prof disait juste « il se débrouille bien ». Ma tante, elle, restait éveillée tard la veille des rendus quand je faisais mes devoirs à la dernière minute. Un été, ils m'ont même emmené à Disneyland. À l'époque, je ne réalisais pas tout ce que ça représentait, mais aujourd'hui, je comprends à quel point ils ont dû économiser pour ça. On n'était pas riches, mais ils voulaient que je vive ce genre de moment. Mon oncle est même monté avec moi dans Space Mountain, alors qu'il déteste les montagnes russes. C'est le genre de personnes qu'ils sont. Pendant ce temps, mes parents biologiques restaient des fantômes. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux après cette visite gênante. Mamie les mentionnait parfois, du genre « ta mère a demandé de tes nouvelles », mais ça sonnait creux. Si elle se souciait vraiment de moi, pourquoi ne pas me demander directement? Ce n'est pas comme si mon numéro avait changé. La dernière vraie nouvelle que j'ai eue d'eux, c'est quand ma sœur a empiré. Mamie m'a dit en passant qu'ils avaient déménagé pour se rapprocher d'un hôpital spécialisé dans sa maladie. J'étais triste pour ma sœur, vraiment. Mais au fond, je sentais la rancune monter. Ils pouvaient tout quitter pour elle, mais pas décrocher un téléphone pour moi. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Ma vie avec mon oncle et ma tante était bonne, stable. Ils s'assuraient que je ne manque de rien, qu'on soit toujours ensemble, même quand je ne réalisais pas que j'avais besoin d'eux. Je voyais toujours souvent mes grands-parents, et ils me rappelaient sans cesse à quel point j'étais aimé. À l'adolescence, je crois que j'avais fini par accepter la réalité. Mes parents biologiques n'étaient plus vraiment mes parents. Pas dans le sens qui compte. J'ai commencé à voir mon oncle et ma tante comme mes vrais parents. Ils avaient mérité ce titre, dans tous les sens du terme. Mais il restait toujours au fond de moi ce sentiment d'être jetable. Comme si le fait que mes parents aient pu me laisser comme ça disait quelque chose de moi. Est-ce que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi? Je n'en parlais pas vraiment, mais je crois que mon oncle et ma tante l'ont ressenti. Un jour, sans prévenir, mon oncle m'a fait asseoir et m'a dit « Tu sais qu'on te veut, hein? Tu n'es pas ici parce qu'on a dû te prendre. On voulait que tu sois avec nous. » Je n'ai pas pleuré devant lui, parce que, tu sais, les ados ne pleurent pas, mais plus tard dans la nuit, je l'ai fait.
Je crois que c'est ce soir-là que j'ai arrêté de me voir comme l'enfant que ses parents ont abandonné et que j'ai commencé à me voir comme l'enfant que mon oncle et ma tante ont choisi. Et ça a tout changé. À 14 ans, j'étais complètement intégré à ma vie avec eux. Je n'étais plus le gamin laissé derrière. Mon oncle et ma tante ne m'ont jamais fait sentir comme un fardeau. Au contraire, ils me traitaient comme si j'étais la meilleure chose qui leur soit arrivée. Un jour, j'ai entendu ma tante parler à mamie. Elle disait, d'une voix triste, « On a tout essayé, mais ça n'a pas marché. » J'ai compris alors qu'ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Je n'en avais aucune idée avant. Ils n'en parlaient jamais devant moi, sûrement pour que je ne me sente pas comme un remplaçant. Mais après avoir entendu cette conversation, tout a pris un autre sens. S'ils mettaient autant de cœur dans mon éducation, ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient gentils. C'est parce qu'ils voulaient vraiment être parents. Ça m'a touché différemment. Je les avais toujours aimés, mais en comprenant ce qu'ils avaient traversé, je les ai admirés encore plus. Ils ne remplaçaient pas mes parents biologiques, ils m'avaient choisi. C'est à cette période qu'on a commencé à parler d'adoption. Mon oncle a lancé le sujet un soir après le dîner, et si on rendait tout ça officiel, m'a-t-il demandé. Au début, je ne savais pas quoi répondre. Ils étaient déjà mes parents dans tout ce qui compte. Est-ce qu'un bout de papier allait vraiment changer quelque chose? Mais plus on en parlait, plus je réalisais que oui, c'était important. Ce n'était pas juste une formalité, c'était une reconnaissance. Ils m'ont expliqué que ce ne serait pas simple. Mes parents biologiques avaient encore leurs droits parentaux, même s'ils m'avaient abandonné. Mon oncle disait que ce serait long, coûteux et compliqué, mais qu'ils étaient prêts à le faire si c'était ce que je voulais. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Et j'y ai beaucoup réfléchi. J'en ai même parlé à mamie, et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, « Tu sais déjà où appartient ton cœur, mon chéri. » Le reste du monde n'a qu'à rattraper son retard. Quelques mois plus tard, j'ai dit à mon oncle et ma tante que je voulais aller de l'avant. Cette décision a déclenché un long parcours semé d'embûches, avocats, tribunaux, paperasses, j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Mes parents biologiques n'ont bien sûr rien contesté. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ce n'est pas comme s'ils se battaient pour me garder. Mais le système rendait tout plus difficile qu'il ne devrait l'être. Malgré tout, mon oncle et ma tante ont tenu bon. Je crois qu'ils le voulaient autant que moi, peut-être même plus. Ils voulaient que je sache, sans le moindre doute, que j'étais à eux. L'adoption est devenue officielle quand j'ai eu 18 ans. Je me souviens être assis dans la salle d'audience, en entendant le juge déclarer que mon oncle et ma tante étaient désormais mes parents légaux. C'était irréel. J'avais attendu ce moment si longtemps que je ne savais même pas comment réagir. Mon oncle m'a pris dans ses bras après, et j'ai senti qu'il retenait ses larmes. « On a toujours été ta famille », il a dit. Là, c'est juste officiel. Ce soir-là, on a fêté ça dans ma pizzeria préférée. Rien de luxueux, mais c'était parfait. Ma tante n'arrêtait pas de m'appeler notre enfant miracle, et mon oncle a plaisanté, le cigogne s'est juste trompé d'adresse, mais on t'a retrouvé. Quand j'y repense, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Pas parce que l'adoption changeait quoi que ce soit entre nous, elle ne changeait rien à notre amour, mais parce qu'elle effaçait le moindre doute sur ma place dans cette famille. Cette adoption a aussi changé ma façon de voir mes parents biologiques. Pendant des années, j'avais porté le poids de ne pas avoir été voulu. Mais ce jour-là, j'ai compris que leur rejet ne me définissait pas. L'amour de mon oncle et de ma tante, oui. Depuis ce jour-là, je les appelle maman et papa, tout simplement. Ce n'était pas quelque chose que nous avions discuté ou décidé, c'est simplement arrivé naturellement. Ils n'ont rien dit la première fois que je l'ai fait, mais j'ai vu le visage de ma tante s'illuminer quand j'ai dit « Merci, maman », alors qu'elle me tendait une assiette de nourriture. L'adoption a aussi marqué le début de ma séparation complète d'avec mes parents biologiques. Avant ça, je pense qu'une petite partie de moi espérait encore qu'ils reviendraient, qu'ils s'excuseraient, qu'ils trouveraient un moyen de rattraper toutes ces années d'absence. Mais après l'adoption, j'ai compris que je n'avais plus besoin de ça. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait. C'est à cette époque que j'ai commencé l'université. Mes nouveaux parents, ça me semble encore étrange de les appeler ainsi, étaient mes plus grands supporters. Ils m'ont aidé à remplir ma demande d'aide financière, m'ont conduit aux visites de campus, et m'ont même offert un nouvel ordinateur portable comme cadeau de fin d'études. Quand j'ai emménagé dans mon dortoir, ma tante a pleuré, et mon oncle a fait semblant de ne pas le faire. L'université représentait un nouveau départ à bien des égards. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui ne savaient rien de mon passé. Je n'avais pas à expliquer pourquoi je ne parlais pas à mes parents biologiques, ni pourquoi j'appelais mon oncle et ma tante, papa et maman. Je pouvais simplement être moi. Bien sûr, je rentrais toujours à la maison pour les vacances et les longs week-ends. Chaque fois que je franchissais la porte, ma mère, ma tante, mais désormais officiellement ma mère, avait des cookies qui m'attendaient, et mon père, mon oncle, me posait des questions sur le moindre détail de mes cours. Il tenait à ce que je sache que, peu importe où j'allais ou ce que je faisais, j'aurais toujours une place auprès d'eux. D'une manière étrange, je pense qu'être adopté à 18 ans a eu plus de sens pour moi que si cela s'était produit quand j'étais enfant. À cet âge-là, je comprenais pleinement ce que cela signifiait. Ce n'était pas juste une question d'être recueilli. C'était une question d'être choisi. Mon oncle et ma tante ne se sont pas occupés de moi par obligation.
Ils ont fait tout leur possible pour que je fasse partie de leur famille. C'est quelque chose que mes parents biologiques n'ont jamais fait. J'avais 20 ans quand ma sœur est décédée. C'était à la fin novembre, juste après Thanksgiving. Je ne l'avais pas vue ni appelée depuis des années, alors apprendre la nouvelle m'a bouleversé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'ai pas pleuré, mais c'était comme si un poids s'était installé dans ma poitrine, un poids que je n'arrivais pas à faire disparaître. C'est ma grand-mère qui m'a annoncé la nouvelle. Elle m'a appelé un soir et m'a dit « Mon chéri, il faut que je te dise quelque chose. Ta sœur est décédée la nuit dernière. » Sa voix était calme, mais je pouvais sentir qu'elle retenait ses larmes. Ma grand-mère était toujours restée plus en contact avec mes parents biologiques que moi, surtout à cause de son cercle d'église. Elle apprenait des nouvelles de ma sœur par des amis communs, et parfois elle me les transmettait, mais je ne demandais jamais de détails. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait pleurer ma sœur, parce qu'elle était ma sœur, mais la vérité, c'est que je la connaissais à peine. Elle avait 14 ans quand j'ai été envoyé ailleurs, et quand j'ai eu l'âge de vraiment me souvenir d'elle, j'étais déjà sorti de leur vie depuis longtemps. Les souvenirs que j'avais d'elle étaient flous, comme des éclats d'enfance, jouer à chat dans le jardin, elle qui me tressait les cheveux pour s'amuser, ou qui me criait dessus parce que j'avais cassé sa poupée préférée. Ce sont ces souvenirs-là que je gardais d'elle. Mais en réalité, elle avait grandi sans moi, et moi sans elle. Ma grand-mère m'a dit que les funérailles auraient lieu dans 2 semaines. Elle n'a pas insisté, mais je sentais qu'elle pensait que je devrais y aller. Ça pourrait t'aider à tourner la page, m'a-t-elle dit doucement. Je lui ai répondu que j'y réfléchirais. La semaine suivante, j'ai longuement hésité. Je ne voulais pas revoir mes parents biologiques, mais je sentais aussi que ne pas y aller serait mal. Ma sœur ne méritait pas d'être ignorée simplement parce que j'avais des problèmes avec eux. Finalement, j'ai décidé d'y aller, mais j'ai fait savoir à mes parents, par l'intermédiaire de ma grand-mère, que je ne voulais pas leur parler. Je suis arrivé en retard et je me suis glissé au fond de l'église. C'était une petite cérémonie, avec surtout de la famille et quelques amis de ma sœur. Mes parents biologiques étaient assis devant, et même depuis le fond, je pouvais voir à quel point ils semblaient brisés. Ma mère essuyait ses larmes sans arrêt, et mon père fixait droit devant lui, comme absent. En les regardant, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, rien. C'était simplement 2 personnes que j'avais autrefois connues. Le service funéraire a été court et paisible. Le pasteur a parlé de la vie de ma sœur, de sa force, et de tout ce qu'elle représentait pour ceux qui l'aimaient. Je suis resté là, me sentant étranger. Je n'avais pas ma place dans cette pièce, entouré de gens qui la connaissaient bien mieux que moi. Quand la cérémonie s'est terminée, je suis sorti avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Je ne voulais pas être coincé dans une conversation gênante avec mes parents ou des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture et je suis parti. Et je n'ai pas cessé de rouler. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais évidemment, ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, mes parents biologiques ont appelé mon oncle. Apparemment, ils voulaient me parler, mais j'ai demandé à mon oncle de leur dire que je n'étais pas disponible. Je ne voulais pas entendre ce qu'ils avaient à dire. Ils m'avaient ignoré pendant des années, et maintenant, tout à coup, ils voulaient se reconnecter. C'était trop facile. Ma grand-mère n'était pas ravie de ma décision. Elle pensait que je devrais au moins les écouter, mais elle n'a pas insisté. Elle a toujours respecté mes limites à leur sujet. Dans les jours qui ont suivi, je me suis senti envahi par des émotions contradictoires. Je n'étais pas triste pour mes parents. Je ne pouvais pas l'être après tout ce qu'ils avaient fait. Mais je ressentais une perte à cause de la relation que j'aurais pu avoir avec ma sœur. Elle était peut-être la seule qui aurait pu comprendre ce que j'avais vécu, et maintenant, elle n'était plus là. Mon oncle et ma tante ont été formidables pendant cette période, comme toujours. Ma mère, ma tante, venaient souvent me voir pour s'assurer que j'allais bien. Mon père, mon oncle, ne disaient pas grand-chose, mais ils me donnaient de petites tapes réconfortantes sur l'épaule à chaque fois qu'ils me voyaient. Ils savaient que je ne vivais pas un deuil classique, mais ils comprenaient aussi que ce n'était pas facile pour moi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point j'ai pensé à ma sœur après les funérailles. Je me suis retrouvé à fouiller dans de vieux albums photos, à chercher des images de nos enfants. Il n'y en avait pas beaucoup, juste quelques-unes de nous jouant dans le jardin ou assis ensemble un matin de Noël. Mais ces quelques photos étaient précieuses, comme la preuve qu'un jour, nous avions vraiment été une famille, même si ce n'était que pour un court moment. J'ai aussi beaucoup pensé à la vie qu'elle avait dû mener. Ma grand-mère m'avait raconté quelques bribes au fil des années. Ma sœur était forte, gentille, et aimée de tous ceux qui la connaissaient. Elle s'était battue contre sa maladie de toutes ses forces, et je la respectais pour ça. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle pensait parfois à moi. Pensait-elle au petit frère qu'on avait envoyé loin? Se sentait-elle coupable, même si rien de tout cela n'était de sa faute? Je ne le saurais jamais, et c'est sans doute ce qui me pèse le plus. Dans les semaines qui ont suivi les funérailles, mes parents biologiques ont essayé de me recontacter. Ils ont envoyé une carte par l'intermédiaire de ma grand-mère, disant qu'ils voulaient me parler. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Les funérailles ne m'ont pas apporté la paix, du moins pas comme l'espérait ma grand-mère. Si quelque chose s'est vraiment clarifié pour moi, c'est que mes parents et moi étions désormais des étrangers. Ils m'ont donné la vie, certes,
mais ils n'étaient pas ma famille. Ma famille, c'était ceux qui étaient restés à mes côtés, qui m'avaient élevé, qui m'avaient aimé sans condition. Noël a toujours été une période spéciale pour ma famille. Pas mes parents biologiques, bien sûr, mais mon oncle, ma tante, ma grand-mère et mon grand-père. Depuis que je vivais avec mon oncle et ma tante, ils avaient toujours rendu Noël magique, décorer le sapin, faire des biscuits, passer de la musique de Noël. C'était comme dans un film de fête. Pendant des années, ça a été ma tradition, et je l'adorais. Mais ce Noël-là avait un goût différent. C'était le premier après les funérailles de ma sœur, et même si je n'étais pas proche d'elle, son absence en arrière-plan de ma vie me semblait étrange. Mes parents biologiques avaient tenté de me joindre à plusieurs reprises depuis les funérailles, mais j'avais ignoré chaque tentative. Je pensais qu'ils finiraient par comprendre. Ce soir-là, je suis allé à la messe de minuit avec ma grand-mère, comme nous le faisions toujours ensemble. Ma tante et mon oncle n'y allaient pas d'habitude. Ils n'étaient pas très religieux. Mais ma grand-mère aimait cette tradition, et j'aimais passer ce moment avec elle. C'était l'un de ces instants paisibles où tout semble calme, et pendant un moment, j'ai eu l'impression que le poids de tout ce qui s'était passé s'était enfin allégé. Cette paix n'a pas duré longtemps. Vers la moitié de la messe, j'ai senti quelqu'un s'asseoir derrière nous. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite, j'ai reconnu le parfum de ma mère. C'est fou comme les odeurs peuvent faire remonter les souvenirs. Pendant une seconde, je me suis revu petit garçon, assis sur ses genoux pendant qu'elle me lisait une histoire. Mais ce souvenir a vite été remplacé par de la colère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas les voir. Et je ne voulais certainement pas leur parler. J'ai essayé de me concentrer sur la messe, mais je sentais leur présence derrière moi, constante, oppressante. C'était comme s'ils tentaient de me brûler la nuque avec leur regard. Quand le service s'est terminé, je me suis levé pour partir avec ma grand-mère, mais avant que je puisse faire 2 pas, ma mère s'est retrouvée devant moi. « Salut, mon chéri », dit-elle doucement, comme si nous reprenions une conversation laissée en suspens la veille. Je me suis figé. Pendant un instant, je ne savais pas quoi faire. Puis, sans réfléchir, j'ai dit « Désolé. Je vous connais ?» Son visage s'est décomposé. J'ai vu la stupeur et la douleur dans ses yeux, mais je m'en fichais. J'en avais fini de faire semblant que tout allait bien. Mon père s'est avancé et a dit « Nous sommes tes parents. » J'ai secoué la tête. « Mes parents sont à la maison », ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers ma grand-mère. « Tu es prête à y aller ?» Grand n'a rien dit, mais elle m'a fait un petit signe de tête, et nous avons commencé à marcher vers la sortie. Mes parents biologiques nous ont suivis, m'appelant par mon prénom. « Tu ne nous reconnais vraiment pas ?» a demandé ma mère. Je me suis arrêté et retourné vers eux. « Oh, vous êtes le frère de mon père, c'est ça ? Je crois que je me souviens de vous, quand j'étais petit, » ai-je dit en feignant la confusion. C'en était trop. Le visage de mon père est devenu rouge, et ma mère avait l'air au bord des larmes. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais pas assez forte pour me faire reculer. Ils avaient eu des années pour arranger les choses, et ils ne l'avaient pas fait. Grand n'a pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Elle se contentait de me tenir la main et de la serrer de temps en temps. Je crois qu'elle était fière que j'ai tenu bon, mais elle savait aussi à quel point ce moment pesait lourd pour moi. Quand nous sommes rentrés, ma tante et mon oncle étaient encore debout, nous attendant. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, et mon oncle a simplement secoué la tête. Ils n'ont pas le droit de jouer les victimes maintenant, a-t-il dit. Pas après tout ça. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec un mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait triomphante, comme si j'avais enfin affirmé mes limites d'une manière que je n'avais jamais osé auparavant. Mais une autre partie de moi se sentait vide, comme si j'avais peut-être été trop loin. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Elle venait de mes parents biologiques. Ma tante me l'a tendue avec un regard qui disait « Tu n'es pas obligé de la lire si tu n'en as pas envie. » Mais la curiosité a pris le dessus, et je l'ai ouverte. La lettre était longue et pleine d'émotions. Ils parlaient de la peine qu'ils avaient ressentie face à ma réaction, disaient qu'ils avaient toujours voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour moi, et qu'ils seraient toujours mes parents, quoi qu'il arrive. Ils demandaient pardon, disant qu'ils voulaient repartir à zéro maintenant que ma sœur n'était plus là. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment le faire. Ma famille était divisée sur la façon dont j'avais réagi. Grand pensait que j'avais eu raison. Ils ont fait leur choix il y a longtemps, disait-elle. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Mais d'autres membres de la famille trouvaient que j'avais été trop dur. Ils sont en deuil, m'a dit un cousin. Peut-être que c'est leur manière d'essayer de se racheter. Mais pour moi, c'était bien trop tard. Où était-il quand j'avais 8 ans, effrayé et perdu? Où était-il à mes spectacles d'école, à mes anniversaires, à ma remise de diplôme? Ils avaient eu leur chance, et ils l'avaient gâchée. Le fait est que je ne les déteste pas. Je ne crois pas que je pourrais. Mais je ne ressens pas non plus que je leur dois quoi que ce soit. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait le mien. Pour l'instant, je me concentre sur la famille qui a toujours été là pour moi. Ma tante et mon oncle, qui m'ont élevé quand mes parents ne l'ont pas fait, et ma grand-mère, qui ne m'a jamais cessé d'aimer. Ce sont eux qui comptent. Après Noël, la vie a repris son cours, ou du moins, aussi normalement que possible. Je suis retourné à l'université,
Je me suis plongé dans mes études, et j'ai essayé d'oublier cette rencontre gênante à la messe de minuit. Mais mes parents biologiques n'en avaient pas fini. Environ une semaine après le Nouvel An, une autre lettre est arrivée. Celle-là n'était pas seulement émotive, elle était presque désespérée. Ma tante me l'a tendue comme si elle tenait une bombe, le regard inquiet. « Tu n'as pas à la lire », m'a-t-elle dit doucement. Mais je l'ai fait. J'en avais besoin, ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils avaient encore à dire. La lettre faisait plusieurs pages, écrite à la main, dans l'écriture soignée de ma mère. Elle s'excusait, encore et encore, pour ce qu'ils avaient fait. Elle expliquait qu'ils avaient été dépassés quand ma sœur était tombée malade, qu'ils avaient pris des décisions qu'ils croyaient justes, même si elle m'avait blessé. Elle disait qu'ils n'avaient jamais voulu m'abandonner, mais qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation à l'époque. Pour moi, ça sonnait comme des excuses creuses. Ils ne savaient pas comment gérer? Beaucoup de familles traversent des épreuves sans jeter un de leurs enfants comme un jouet cassé. La lettre parlait ensuite des dernières années de ma sœur, à quel point elle s'était battue, à quel point je lui manquais, et comment elle espérait qu'un jour, nous pourrions nous retrouver. Cette partie m'a touché. J'avais passé tant de temps à être en colère contre mes parents que je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont mon absence avait pu l'affecter. Mais ensuite, le ton changeait. Ma mère écrivait que maintenant que ma sœur était partie, ils voulaient reconstruire notre famille. Elle disait qu'ils m'aimaient, que je leur manquais, et qu'ils espéraient que je leur donnerais une chance de se racheter. La dernière phrase m'a frappé comme un coup, « Quoi que tu dises ou fasses, tu seras toujours notre fils ». J'ai posé la lettre et je l'ai fixée pendant un long moment. Une partie de moi pensait qu'ils essayaient de me manipuler, d'utiliser la mémoire de ma sœur pour me culpabiliser et obtenir mon pardon. Mais une autre partie de moi se demandait s'ils étaient sincères. Je ne savais pas quoi faire. J'ai montré la lettre à ma tante et à mon oncle, qui l'ont lue en silence. Quand ils ont terminé, mon oncle a dit « C'est toi qui décides, gamin. Quoi que tu choisisses, on sera là pour toi. » Grand, elle, avait un autre avis. Ils ont fait leur lit, et maintenant ils veulent le défaire parce qu'il est inconfortable, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te faire culpabiliser si tu n'es pas prêt. Le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. D'un côté, je ne pensais pas pouvoir leur pardonner un jour. De l'autre, les couper complètement n'avait pas fait disparaître la douleur. Pendant des semaines, j'ai gardé la lettre avec moi, la relisant dès que j'avais un moment. J'essayais d'imaginer ce que ce serait d'avoir à nouveau une relation avec eux. Est-ce que ce serait gênant, forcé? Ou pourrions-nous vraiment reconstruire quelque chose de sincère? Finalement, j'ai écrit une réponse. Elle n'était pas longue, juste quelques paragraphes. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que je n'étais pas prêt à leur pardonner. Que j'avais besoin de temps pour tout digérer, et que je les contacterais si un jour je me sentais prêt à parler. Je ne leur ai pas dit que je les aimais. Je ne les ai pas appelés maman ou papa. J'ai simplement signé de mon nom. Quand j'ai envoyé la lettre, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement, parce que j'avais enfin dit ce que j'avais besoin de dire. Tristesse, parce que je savais que ce n'était pas la fin heureuse qu'ils espéraient. Quelques semaines plus tard, ma mère a répondu. Sa lettre était plus courte cette fois, mais le ton avait changé. Elle semblait moins désespérée, plus compréhensive. Elle disait qu'elle respectait ma décision et qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour que je sois prêt. Elle ne m'a pas mis la pression, ne m'a pas culpabilisé. Elle a simplement dit qu'elle m'aimait et voulait que je sois heureux, peu importe ce que cela signifiait. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, je me concentre sur les gens qui ont toujours été là pour moi. Ma tante et mon oncle, mes vrais parents, ont fait bien plus pour moi que mes parents biologiques ne l'ont jamais fait. Ils m'ont donné un foyer, une famille, un sentiment d'appartenance. Et ça, mes parents biologiques ne pourront jamais me l'enlever, peu importe à quel point ils essaient de se racheter. Grand dit que j'ai géré la situation avec plus de grâce qu'elle ne l'aurait fait. « Tu es une meilleure personne que moi, mon chéri », a-t-elle dit en riant. Moi, je leur aurais dit où se mettre leurs excuses. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis trop indulgent. Mais j'aime penser que poser mes limites tout en laissant la porte entrouverte, ce n'est pas une faiblesse. C'est moi qui reprends le contrôle, à mes propres conditions. Pour l'instant, je suis en paix avec la situation. Mes parents biologiques feront toujours partie de mon histoire, mais ils n'en sont plus le centre. La famille qui m'a élevé, aimé et choisi, c'est ma vraie famille. Et c'est tout ce dont j'ai besoin.